Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bon début de semaine, Mario, et bon retour d'un week-end chargé. Oui, vraiment chargé, notamment en Syrie. Et il faut que tu nous parles de ce nouveau personnage, nouveau héros pour bon nombre de Syriens, Al-Jolani, qui, avec son mouvement Hayat Tahrir al-Sham, a pris le contrôle de Damas, a pris le contrôle de la Syrie, chassé Bachar al-Assad. Je disais un peu plus tôt, Stéphane, c'est pas la première fois que l'Occident se retrouve à devoir se demander qu'est-ce qui est moins pire entre un dictateur corrompu, sanguinaire, ou une république islamiste, là. Et c'est la question qu'on doit se poser parce que c'est peut-être ce qui est la clé, même si on nous dit que M. Al-Jolani est réformé, qu'il ne loge plus exactement à la même enseigne où il logeait il y a quelques années alors qu'il était associé à la mouvance d'Al-Qaïda et que sa tête était mise à prix et qu'elle l'est toujours d'ailleurs par les États-Unis pour ses activités terroristes, mais son discours a changé. Ce n'est plus une djihad qu'il veut mener hors des frontières de la Syrie. Au contraire, il dit l'adversaire, c'est d'abord et avant tout, ou c'était d'abord et avant tout, le président Al-Assad, l'Iran, la corruption. Il l'appuyait, et la corruption. Mais ça, évidemment, ça serait pas le seul endroit au monde où on peut se draper dans le discours anticorruption. Il est un des leaders de ces groupes d'insurgés, si on veut ainsi nommer les choses, parce que c'est toute une coalition de forces qui était en dormance depuis quelques années, parce qu'on pensait que la guerre civile en Syrie était pas nécessairement une affaire du passé, mais que, disons, tout était plutôt revenu au calme depuis 2020. Si une seule personne avait été capable, il y a 11 jours, de prévoir ce qui s'est passé, je ne l'ai pas entendu. La semaine dernière, tu t'en souviens, parce qu'on s'échange souvent des courriers avant d'être en ondes, à plusieurs reprises, je te proposais, ou je nous proposais de parler de ce qui se passait en Syrie, mais on se disait probablement, on aura le temps, les choses vont vite. Non, ça mais a en déboulé, même temps, Alep, ça a pris 4 ans aux forces d'Al-Assad pour récupérer le contrôle. 4 ans de bataille avec l'appui des Russes et de l'Iran. C'est tombé en 4 jours. Et Damas, en fin de semaine, samedi, est tombé en quelques heures sans aucune forme de résistance. C'est une guerre civile qui fait rage depuis plus de 10 ans. Et le gouvernement de M. Al-Assad s'était, avec, je dirais, énergie farouchement accroché au pouvoir, bien appuyé par ses alliés, l'Iran et la Russie, et jamais il n'avait donné l'impression de vouloir lâcher le morceau. Et là, comme un château de cartes, sans aucune forme de résistance de la part de l'armée syrienne, il y a eu des coups de feu tirés, mais c'est très, très léger. Le contrôle de Damas, on le disait, ça va être une bataille compliquée, difficile, il va y avoir de la résistance. Rien pantoute. Ça s'est fait en claquant les doigts. C'est un peu ce qui se passe aussi quand on délègue à des puissances étrangères sa défense. C'est ce qu'avait fait Bachar al-Assad en donnant à l'Iran et à la Russie un rôle important à jouer dans sa structure de défense. Mais la Russie, je sais pas, la Russie devait avoir moins de ressources disponibles pour aller aider le 19e voisin quand même ces semaines-ci, là. Je sens toute l'ironie dans ta question. Et c'est évident qu'en ce moment, on peut voir ce qui se passe en Syrie comme un front de la guerre ukrainienne, parce que c'est un front d'une guerre où il y a des liens de corrélation à faire. Puis il faut en faire aussi avec ce qui se passe chez le voisin immédiat, c'est-à-dire en Israël et au Liban. Il n'y a pas de hasard si le début de ces opérations militaires en Syrie a commencé 24 heures après la signature de l'entente de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, qui est l'ennemi mortel d'Israël. Qu'est-ce que les Israéliens ont probablement fait en complicité avec la Turquie, qui est un allié de l'OTAN, mais qui des fois n'est pas pour autant un allié des États-Unis. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui se passe 24 heures après ce cessez-le-feu, où le Hezbollah présume avoir un peu d'espace pour se refaire des forces, respirer, comme les Israéliens? Ben, c'est une opération qui commence en Syrie. Et la Syrie, c'est l'espace par lequel transite l'aide entre l'Iran et le Hezbollah.
Si la Syrie n'est plus un territoire favorable au Hezbollah, ben, il se retrouve isolé, loin de son commanditaire, l'Iran. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Moi, je pense qu'il y en a un sérieux. Est-ce que les Israéliens se lèchent les babines en ce moment en se disant, c'est le chaos, mais surtout le régime complice du Hezbollah avec M. Assad n'est plus aux manettes? Bonne nouvelle. Mais la question que tu posais, c'est la seule qui est fondamentale. C'est d'abord, est-ce qu'on sait exactement ce qui va se passer? Parce que il est clair que toutes les superpuissances, Russie et États-Unis, ont été impuissantes devant le rouleau compresseur de ce qui s'est passé depuis une douzaine de jours. Est-ce que les États-Unis et à la Maison-Blanche, on sait ce qui va se passer? La réponse courte, c'est non. Ils sont dans le brouillard comme beaucoup de monde. L'acteur clé, la clé de voûte, c'est beaucoup la Turquie qui nourrissait comme dans un incubateur ses forces insurgées dans une petite portion du territoire qui n'avait jamais été sous contrôle du gouvernement de M. Assad. Dans le ouest du pays, il y avait une petite enclave qui était concédée à ces rebelles et c'est là que l'aide turque, parce que les Turcs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tous les réfugiés syriens qui sont rentrés chez eux, on parle de millions de réfugiés, puissent revenir. Ils veulent aussi avoir les coups des franges pour livrer, parce que c'est un conflit qui est fichument complexe. Les Turcs, ils veulent aussi mater les forces kurdes. Le Kurdistan, c'est cette espèce de caillou dans la chaussure de la Turquie qui réclame son indépendance, qui est à la frontière de pays stratégiques. L'Iran, la Syrie, la Turquie, évidemment, et qui alimente un mouvement terroriste qui fait la vie dure aux Turcs depuis toujours. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Turcs? Ils ont alimenté la division, ils ont été le commanditaire derrière ces forces qui aujourd'hui ont explosé sur la scène, et à terme, la Turquie va aussi reprendre l'initiative contre les Kurdes qui sont protégés par les Américains. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est ça, la Syrie. Ouais. Et ce qui va se passer demain matin, c'est peut-être la mise en place d'une république islamiste, même si on dit que le patron qui est à la tête des opérations est un réformé raisonnable avec lequel il serait possible de discuter. Les souvenirs récents en Irak, en Libye, c'est pas, et même en Afghanistan, c'est à chaque fois pas terrible quand on s'est débarrassé du méchant dictateur corrompu. Parce que c'est soit l'anarchie, soit le pouvoir religieux extrémiste. C'est un des deux, là. Exactement. Contre lequel les forces occidentales disent toujours vouloir se battre. Or, ça n'a pas du tout bien fonctionné. Et le paradoxe qui est odieux, puis c'est un peu le tabou, c'est du point de vue de la lutte à l'islamisme intégriste, Saddam Hussein faisait mieux. Il était clairement en guerre contre les frères musulmans, comme l'était Bachar al-Assad, en guerre contre les frères musulmans, ne serait-ce que parce que lui était représentant d'une minorité alawite en Syrie qui savait que leur sort ça s'améliorerait pas s'ils perdaient le pouvoir. Donc, en ce moment, tout le monde se réjouit. J'ai vu partout dans les capitales occidentales, c'est le party, le vilain est disparu, probablement à Moscou. Et c'est vrai que pour les populations syriennes, de se débarrasser d'un dictateur, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. La question, c'est, est-ce que la vie va être meilleure demain? Est-ce que la charia, la loi islamique, va être la loi dans quelques semaines en Syrie? Auquel cas, est-ce que je voyais, Stéphane, des femmes là, qui célébraient, puis je comprends à la fin de la corruption, le départ d'un dictateur, on est porté à célébrer, mais je voyais des femmes qui célébraient, puis je pouvais pas m'empêcher d'avoir un questionnement en arrière de ma tête, de dire, ouais, est-ce que ces femmes-là sont certaines que leurs droits vont progresser, mettons, dans les prochaines années, là? La question se pose. Elles ne le sont probablement pas, puis c'est clair qu'à court terme, c'est la source de leur malheur qui est partie, Bachar al-Assad, mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses vont être beaucoup meilleures dans quelques semaines. Et l'histoire des 20 dernières années, où on a essayé d'imposer des régimes qui étaient apparemment plus favorables à nos valeurs, c'est que ça n'a pas été pour les populations locales systématiquement de bonnes nouvelles. Et en ce moment, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y en a pas de certitude. Je pense pas que Joe Biden, pendant les 15 minutes où il est éveillé à la Maison-Blanche, est capable de dire si, dans les prochains jours ou semaines, les choses vont se passer comme les Américains le veulent. Ils ne le savent pas. Ils n'ont pas le contrôle. Les Russes ne l'ont pas. Et les Russes, disons-le,
ils sont en pistolet parce que, évidemment, c'est un allié qu'ils ont soutenu depuis 10 ans qui tombe et qui tombe sans même résister. C'est aussi, à terme, des bases militaires hyper importantes, pour l'instant pas menacées. Et une qui, entre toutes, est la plus importante, c'est à Tartous, la base navale russe qui leur donne accès à la Méditerranée. Vont-ils la perdre? Voilà une affaire aussi à laquelle on doit être vigilant. Et dans le cadre des festivités entourant la réouverture de Notre-Dame de Paris, Zelensky et Trump se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'on en sait? Écoute, moi, j'étais à 7h samedi matin à la télévision en France pour surveiller la nouvelle la plus importante au jour de l'inauguration ou de la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'était l'arrivée de Donald Trump à Orly, dans le noir, non annoncé, parce que les détails de son arrivée n'étaient pas connus. Pendant plusieurs heures, la plus grosse nouvelle à Paris, c'était Donald Trump est en ville, plus que... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu les images, c'était fabuleux. Les gens qui surveillaient... Alors, c'était la crème des VIP du monde qui sont obsédés par une chose à Notre-Dame, c'est de revoir la tête à Donald Trump s'ils sont capables d'aller se faire photographier avec. Ah ouais, absolument. Mais quand il avançait dans l'allée, là, tout le monde le regardait. Moi, je regardais ça en direct aussi. Je veux dire, les gens étaient aussi émerveillés de le voir que l'ensemble de la cathédrale. Et mieux que le Père Noël à quelques jours de la fête. Une fascination et... Prétexte aussi, on s'en était parlé la semaine dernière, pour des manœuvres diplomatiques en coulisses, mais pas vraiment en coulisses, à l'Élysée. M. Macron a tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils se croisent, parce qu'il les voyait successivement, lui et M. Zelensky. Quand le feu vert a été donné à M. Zelensky pour qu'il vienne serrer la main officiellement au Donald, je pense qu'il y a eu 7 minutes d'écart entre le départ de son hôtel et son arrivée à l'Élysée. Il attendait avec impatience. Alors, tout le monde a conclu, c'est la photo que nous attendions. Enfin, M. Trump sera raisonné, pourra comprendre qu'on ne peut pas abandonner comme ça l'Ukraine. Il était à peine parti qu'il disait sur ses réseaux sociaux, il faut mettre un terme à cette guerre, à ce carnage. C'est d'ailleurs un des seuls à parler du nombre de morts chez les Ukrainiens, parce que c'est une forme de tabou. On est toujours prêt à dire qu'il y a des centaines de milliers de morts s'il le faut chez les Russes, mais très rarement chez les Ukrainiens. Lui, il parle de 400 000 morts, 600 000 morts et blessés chez les Ukrainiens. Il dit qu'il faut que ce carnage arrête. Donc, est-ce que la poignée de main a changé quelque chose à ce qu'il annonce, c'est-à-dire la fin des hostilités? La réponse courte, c'est là aussi non, ça ne change rien. Il n'a pas précisé la manière d'y arriver, mais c'est clair que d'avoir rencontré M. Zelensky ne change rien à son intention de probablement fermer le robinet ou de le réduire quant à l'aide militaire et de forcer très rapidement une solution au conflit. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Bon début de semaine.